Bonjour. L'année dernière, j'ai passé le bac. Et à cette occasion, j'ai dû préparer l'épreuve du grand oral. J'ai donc préparé 2 sujets, un en géopolitique et un en cinéma, mes 2 spécialités. Ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais parler d'écologie dans au moins un de mes 2 sujets. Alors au départ, j'étais partie sur le climato-scepticisme en géopolitique, mais c'était un sujet beaucoup trop scientifique pour moi. Et donc, très peu de temps avant de devoir rendre mes sujets, j'ai eu l'illumination. Je me suis dit, mais il y a un réalisateur que j'adore, dont j'ai vu des tas de films et qui met en scène la nature de manière super intéressante et poétique. Comme le suggère subtilement le décor, on va parler de Miyazaki. Bon, au final, je suis pas passée sur ce sujet, mais du coup, vous allez profiter de mon travail en exclusivité. Hayao Miyazaki est le cofondateur du studio Ghibli et l'une des figures incontournables du cinéma d'animation japonais et international. Il a quand même gagné l'Oscar pour Le Monde de Chihiro, donc bon. Ces films sont dotés d'une poésie rare et mettent souvent en scène des héroïnes fortes, la guerre et la nature. Et ces thèmes sont parfois réunis dans ces films comme dans Princesse Mononoke ou Nausicaa de la vallée du vent par exemple. Alors l'animation des films de Miyazaki est virtuose, la bande son est géniale, dès qu'on l'entend on plonge dans l'ambiance du film, tout est créatif et poétique, il crée des univers et des personnages particuliers et marquants. Ces films sont vraiment habité, je trouve, par la grâce et la magie, et surtout il a une façon particulière de traiter les lieux, notamment la nature, et moi je suis très sensible aux lieux et il leur insuffle vraiment une âme, et je pense que c'est ce qui fait que je suis aussi sensible à ces films, et c'est peut-être parce que j'ai commencé à les regarder jeune, mais ils sont vraiment en moi. Alors c'était le moment lyrisme, vous inquiétez pas, je vais me calmer, mais je voulais commencer par expliquer à quel point je trouve les films de Miyazaki géniaux, mais en réalité j'ai du mal à trouver les mots parce que vraiment ces films, ils me subjuguent et je pense que faut les voir pour le ressentir. Je vais reprendre le plan et la problématique que j'avais fait pour mon grand oral. Donc c'est un cadre très scolaire, mais bon, l'idée c'est de se faire plaisir, de parler de Miyazaki et la nature, et de mettre des tas d'extraits. Ils auraient pas eu ça, les examinateurs du bac. Nous nous demanderons donc dans quelle mesure la nature est traitée comme un personnage à part entière dans l'œuvre de Miyazaki. Nous verrons d'abord que la nature joue dans ses films un rôle autonome et actif. Ensuite que cette force d'action est souvent éprouvée au niveau de son contact avec les humains, et enfin que cette personnification a une visée symbolique et spirituelle. Nous allons donc d'abord nous intéresser à la manière dont Miyazaki donne un rôle actif et autonome à la nature dans ses films. Dans cette partie, nous verrons comment Miyazaki rend la nature vivante, ensuite comment il fait fusionner les éléments naturels et la faune, et enfin nous verrons que dans ses films, la nature influe sur la narration au même titre qu'un personnage. Dans Ponyo sur la falaise, c'est l'histoire d'un poisson qui se transforme en humaine par amour pour un jeune garçon et pour le monde des humains globalement. Les vagues semblent explicitement dotées d'une volonté propre, et d'ailleurs elles sont bruitées par des voix humaines, ce qui est un procédé marrant. Sasuke, dépêche-toi! Lisa! Arrêtez! Un poisson rouge! Dans Princesse Mononoke, c'est un film qui narre la quête d'un jeune prince qui cherche à réconcilier les hommes et la nature. La forêt est animée par des esprits de la forêt. Par exemple, il y a les Kodamas, des petits êtres anthropomorphes blancs qui sont omniprésents dans la forêt et qui guident les personnages sur les chemins forestiers. Et le bruit qu'ils produisent en faisant bouger leur tête de gauche à droite donne vraiment une identité sonore reconnaissable à cette forêt. Ah, c'est la forêt de Princesse Mononoke. Concernant la fusion entre la faune et les éléments naturels, de nombreuses divinités incarnant la nature sont des animaux ayant des caractéristiques humaines. Par exemple, dans Princesse Mononoke, les kami sont des divinités animales qui prennent la forme de sangliers, de loups et d'un cerf. Ces animaux sont personnifiés dans ce film car ils sont doués de paroles et ils ont aussi des rituels guerriers. Mais celui qui incarne dans ce film à la fois l'esprit de la forêt et de la nature, c'est le dieu cerf. Lui c'est un personnage muet par contre, mais il a un visage un petit peu anthropomorphe, très flippant. Coucou! Et son harmonie avec les éléments naturels est magnifiquement représentée lorsqu'ils se font dans le ciel étoilé. Voilà, avec les Kodamas qui lui font un triomphe. Aussi, il y a un passage assez marquant dans Ponyo au niveau de la fusion entre faune et éléments naturels, quand elle court sur des énormes poissons qui représentent les vagues. Enfin, du génie d'animation. Donc d'une part, il y a une fusion qui s'opère entre éléments naturels et faune, mais il y a même des personnages anthropomorphes qui incarnent un élément naturel, comme la mer de Ponyo qui représente l'océan, ou encore dans le monde de Chihiro, l'un des personnages est une rivière.
La nature, et notamment la forêt, tient souvent une place importante dans la narration des films de Miyazaki. C'est un lieu de passage actif et de métamorphose. Par exemple, dans Le Voyage de Chihiro, alors que la forêt n'est pas du tout au centre de l'action, c'est en pénétrant dans un temple caché dans la forêt qu'elle bascule dans le monde des vivants, des morts, et des divinités. Et même dans Kiki la petite sorcière, ça se passe en ville, mais c'est dans la forêt qu'elle retrouve sa magie, qu'elle se retrouve elle-même, etc. La forêt est également une passerelle entre réalité et magie dans Totoro, où cet animal fantastique est trouvé au cœur de la forêt, voire dans le ventre de la forêt. Enfin, ça fait un peu ventre maternel là où le trouve Maeve. Et dans Ponyo, l'océan transforme complètement le monde des humains avec un tsunami, donc dans ces films, la puissance de la nature marque le début des péripéties. En parlant de rôle important dans la narration, dans Princesse Mononoke, le dieu cerf, qui incarne donc la nature, sauve la vie du personnage principal, Ashitaka. Son pouvoir de vie et de mort est représenté par la végétation exubérante qui naît sous ses pas et qui meurt aussitôt qu'il s'éloigne. On peut aussi considérer que cette ambivalence peut être représentée par son visage. Il est flippant et majestueux à la fois. Dans Nausicaa, les omus, qui sont des insectes géants gardiens de la nature, ont également ce pouvoir de destruction qui est mis en scène lors du climax du film, mais d'un autre côté, ils fournissent aussi des choses utiles aux hommes comme leur mue, ce qui rappelle l'idée de la forêt comme un lieu de métamorphose au service de l'harmonie. Nous allons maintenant voir dans cette deuxième partie que la nature entretient une relation de dialogue et de conflit avec les humains. Dans un premier temps, nous verrons comment Miyazaki représente la nature en guerre contre les humains, puis nous remarquerons que les personnages principaux ont souvent un rôle de liaison entre les humains et la nature, et enfin que dans certains films de Miyazaki, la nature entretient une relation apaisée avec les humains et notamment avec les enfants. Je suis majeure maintenant. Dans Nausicaa de la vallée du vent ou Princesse Mononoke, les humains sont autant en guerre contre la nature que la nature est en guerre contre eux. Mais cette opposition est pas manichéenne, le ressentiment et la violence est représenté aussi bien d'un côté que de l'autre. Le point de vue des hommes est défendable, par exemple dans Princesse Mononoke, Dame Eboshi détruit sans scrupule la forêt pour alimenter ses forges. Mais son courage est souligné et elle recueille dans sa forge des lépreux et des prostituées. Cela rappelle dans notre situation actuelle de prendre en compte les fragilités de certaines franges de la population qui ne doit pas payer seule le prix de la transition écologique. Bon, j'ai l'impression d'être une politicienne en vous disant ça, mais justement il y en a qui responsabilisent un petit peu trop la population. Alors c'est normal, on est tous responsables. Sauf que eux, on va dire qu'ils ont une palette d'action un peu plus large et ils prennent aucune décision pour faire avancer les choses. Chez Miyazaki, les personnages principaux sont souvent en quête d'une harmonie difficile à atteindre entre la nature et les humains. Par exemple, dans Princesse Mononoke, au niveau des personnages, la nature est incarnée par Princesse Mononoke, la civilisation moderne par Dame Eboshi, et Ashitaka, le personnage principal masculin, assure le lien entre elles deux. En effet, pour se débarrasser d'une malédiction, il doit parcourir le monde et poser dessus un regard sans haine, d'où son rôle de pacificateur. Et dans Nausicaa, la princesse Nausicaa cherche à rendre saine une flore sur une planète dévastée où la forêt est toxique, et elle sait comment apaiser les omus. Elle est trop badass. Omu, réveille-toi. Retourne dans la forêt. Mais la nature n'est pas toujours représentée en conflit avec les hommes chez Miyazaki. Je pense notamment à Totoro, un film paisible et onirique qui se déroule à la campagne. C'est l'un des films de mon enfance. La forêt y abrite la magie incarnée par des créatures fantastiques comme Totoro ou le Chabus. Voilà l'autobus. Ce film met en scène le lien privilégié des enfants avec la magie et la nature qui sont ici entremêlés. Par exemple, les adultes ne peuvent pas voir le Chabus. Miskin les adultes. Je suis majeure maintenant. La magie de la vie est aussi abordée du point de vue des enfants lorsque des graines qu'elles ont plantées ont germé après qu'elles aient rêvé les faire pousser avec Totoro dans une sorte de cérémonie. C'est très clair. Le lien des enfants avec la nature est aussi représenté dans Le Château dans le ciel, alors attention, si vous ne l'avez pas vu, je vais spoiler, donc regardez le timecode, je vous laisse le temps de sauter si vous ne l'avez pas vu. C'est bon ?
Alors ce film narre la quête de Laputa, une cité volante dont le centre est un coffrier géant autour duquel s'articule une ville et des procédés technologiques. Mais ça, vous le savez bien entendu, vu que tous ceux qui sont restés ici connaissent le film. Alors que les adultes veulent en faire une arme de destruction, les deux enfants libèrent l'arbre de la science et de la technologie humaine, laissant ainsi cet arbre géant libre. Cette interaction entre nature et personnages humains crée une dynamique relationnelle comparable à celle qui se noue entre deux personnages. Nous arrivons déjà à la troisième et dernière partie dans laquelle nous allons voir que la nature a une visée symbolique et spirituelle dans l'œuvre de Miyazaki. Nous verrons d'abord que l'œuvre de Miyazaki est influencée par le shintoïsme, puis que la nature y est un guide pour l'humanité reflétant ses vices et ses vertus. On peut en effet remarquer chez Miyazaki l'influence du shintoïsme, la religion traditionnelle japonaise, qui attribue une âme à tout être vivant ou élément naturel. Ainsi, comme on l'a vu, les animaux, la forêt, les vagues sont traités comme vivants. Et Miyazaki, fasciné par les avions, personne n'est parfait, insuffle même une âme à la technique en utilisant le même procédé pour bruiter le vomissement des avions que pour bruiter les vagues de pogno, donc c'est-à-dire avec des voix humaines. J'imagine la session d'enregistrement. La nature chez Miyazaki devient une entité morale. Elle prône le respect et l'équilibre. La manière dont elle est mise en scène met en lumière les vertus et les vices de l'humanité en un miroir ou un guide. Laputa dans Le Château dans le ciel ou La forêt toxique de Nausicaa incarne la folie et la démesure humaine. Dans Le Château dans le ciel, attention spoiler! Donc, dans Le Château dans le ciel, entre la science humaine et la forêt, c'est la forêt qui subsiste à la fin, incitant ainsi les hommes à l'humilité. Dans Princesse Mononoke, lorsque Dame Eboshi coupe la tête du dieu cerf, elle brise l'équilibre naturel et plonge le monde dans le chaos. Elle voulait seulement maîtriser la nature, mais si la forêt s'effondre, la civilisation est emportée avec elle. La nature chez Miyazaki n'est pas qu'un simple décor. Elle est animée d'esprit, en interaction avec les humains et elle est porteuse de sens. Cette vision poétique et spirituelle nous pousse à repenser notre rapport à l'environnement en écho aux enjeux écologiques contemporains. On peut se demander si cette manière d'éveiller notre conscience écologique, donc en nous éveillant à la nature de manière poétique, est plus efficace qu'un film catastrophe ou un documentaire positif donnant des solutions concrètes par exemple. Pour mon ouverture, je peux vous proposer quelques films pour aiguiser votre conscience écologique. Donc on a par exemple Avatar, Erin Brockovich, Goliath que j'ai beaucoup aimé, Bigger Than Us ou Le règne animal. Voilà, c'est ceux que j'ai en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous connaissez pas Miyazaki, ça vous a donné envie de découvrir son cinéma. Je vous mets ses films en description avec quelques mots-clés. Je vous fais des gros bisous!